Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 29e épisode. On s'était arrêté où qu'on... on s'était arrêté au manoir là. Puis on est devenu exilé parce que Antonin est devenu fou, là. Enfin le père de Michel est devenu fou là. Puis qu'on s'est fait martyriser par Aimé là, pendant au moins un an peut-être, pendant au moins 6 mois là. Bon, là, maintenant on est dans le manoir très sombre là. Ok. Tout à coup, je sombre dans le vaste vide. Les ténèbres m'entravent les pieds et les mains, restreignant le moindre de mes mouvements. Des images du passé que j'avais gardées enfouies pendant si longtemps défilent devant moi. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Que ce soit étalé devant tous, contre mon gré, et non que je le raconte avec mes propres mots. Ce n'est pas comme cela que je voulais qu'elle découvre mon secret, mon passé honteux. Il parle de qui en fait? Ah, ok, je pense qu'on parle de Gisèle. Je t'avais prévenu, mon cher. Je t'avais dit que tu ne voudras pas retrouver ton identité. Si tu ne m'avais simplement laissé faire, tu n'en serais pas là aujourd'hui, forcé de tout revivre. Tu comprends à présent. Le conte que je t'ai présenté derrière la 4e porte était tout autant pour toi que pour elle. Dans cette histoire-là, tu étais un jeune homme au triste destin. Mais tu rencontrais une femme merveilleuse, tu tombais amoureuse d'elle, et tu succombais à la tragédie. L'enchaînement des événements n'est pas très éloigné de la vérité, mais j'ai réussi à les transformer en quelque chose d'enchanteur et de magique. Je me suis débarrassé de tous les vilains petits détails. Ta laideur, les problèmes avec ton corps, tout cela. Tu ne trouves pas ça un peu injuste, Michel? Tu as libéré de ses chaînes le cœur de Gisèle ainsi que de son passé. Mais tu voulais garder tes secrets cachés, bien au chaud en sécurité. Elle a tous les droits d'être fâchée. Tu avais peur qu'elle ne t'accepte pas, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce qui est arrivé. Mais peux-tu honnêtement lui jeter la pierre? La vérité que tu as enfuie n'est pas de celle qu'on peut accepter facilement. Le prince qui est venu sur son cheval pour la sauver... Silence! N'était en fait pas un homme. Ah, s'il te plaît, assez. J'en ai vu assez. Passons à autre chose, je t'en prie. Je te demande juste d'arrêter. Je ne veux pas la voir la suite. Je ne veux rien avoir à faire avec la suite. Quelle triste petite créature tu fais, mon cher. Aucune femme au monde ne daignerait de s'intéresser à toi maintenant. Tu t'es entouré de tellement de murs pour te protéger. Tu t'es recouvert de ce patchwork qui tient à peine ensemble, de cette pile de masques, et c'est la seule chose qui te permet de tenir debout. D'entre tous, c'est toi le plus fragile, le plus faible. Et il est temps que tu l'acceptes, que tu cesses de le combattre. Je ne suis pas faible. Ah bon, vraiment. Continuons l'histoire dans ce cas, n'est-ce pas? Affronte ce que tu es le plus au monde, toi-même. Ta faiblesse, ta laideur. Fais-y face et désespère. Ah! 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 Ne... Ne... Et c'est reparti. Mes propres désirs, mes propres souhaits sont une fois encore piétinés. Le passé prend forme devant mes yeux une fois de plus. Et la sorcière est tombée juste. Je me prise de l'homme que j'étais, qui s'accrochait à des espoirs vains et à des rêves absurdes. Je préférerais mentir et dire que cette partie de moi n'a jamais existé. Mais je n'ai aucun choix en la matière. Je suis traîné jusqu'à la vie que je menais à l'époque. Mes plaintes, mes suppliques, se répercutant en écho dans le néant alentour. Se répercutant en écho dans le néant alentour.
Je n'aurais su dire combien de temps la capitale avait disparu de l'horizon, mais cela faisait désormais un bon moment que j'étais sur la route. On avait depuis longtemps délaissé les routes pavées. La voiture brinque-ballait sur le chemin caouteux et poussiéreux. Je passais des heures à regarder par la fenêtre, à voir défiler des paysages inconnus. Au bout d'un moment, le brouillard s'installa sur la région, et je peinais à distinguer le jour et de la nuit. Nous traversâmes des bois épais et sombres. Et de l'autre côté, comme le monde qui revient progressivement après un songe, un manoir nous apparut. Toutes les fenêtres avaient été fermées ou condamnées, plongeant la maison dans les ténèbres. D'une certaine manière, j'eus l'impression d'avoir tronqué une prison pour une autre, juste bien plus grande. L'idée qu'elle avait peut-être été condamnée pour empêcher qui que ce soit de me voir à l'intérieur me traversait brièvement l'esprit. Mais ma venue en cet endroit était un projet tout récent. Plus vraisemblablement, la maison avait été dans cet état depuis son achat. Une sacrée propriété que mon père s'était retrouvée. Je me demandais s'il avait été arnaqué par le précédent propriétaire. L'endroit était lugubre et inhospitalier, mais il n'avait pas l'air délabré. Le cocher posa mes bagages devant la porte d'entrée, me gratifia de nos revoirs convenus et repartit. J'étais totalement seul. Je passais un certain temps à fixer la forêt, mais naturellement il n'y avait rien là d'intéressant. Je me retournai donc doucement et ouvris la porte du manoir. C'est vrai qu'il fait noir. Je voyais à peine mes propres pieds. Je songeais un temps à essayer d'ouvrir une fenêtre ou deux, mais finis par y renoncer. Mon lieu aurait l'air accueillant, puis il me serait facile d'éviter tout contact avec le monde extérieur, comme Didier me l'avait recommandé. Au bout d'un moment à rester dans le noir, mes yeux s'habituèrent peu à peu au manque de lumière. C'était loin d'être idéal, certes, mais c'était suffisant pour jeter un œil aux alentours. On eût dit que l'intérieur n'avait pas reçu les mêmes soins que l'extérieur. Tout était recouvert de poussière et cela sentait le renfermer de longue date. Mais je n'étais pas d'humeur à faire du ménage. Je me contentais donc de fouiller dans mes bagages, de récupérer un paquet de bougies et d'en allumer une avec une pierre de feu. 1. Vitrail. Lorsque j'ai examiné la grande pièce où je me trouvais, je suis tombé sur un vitrail qui représentait un ange. L'archange, celui à l'origine de mon nom, me fixait avec solennité. Quelle blague! 2 rangées de bancs espacés à intervalles réguliers étaient disposés sur toute la longueur de la pièce. Ils faisaient toutes face à la fenêtre colorée. Au moment où je posais le bougeoir sur une sorte d'estrade, je compris. C'est une chapelle. On avait installé une construction en argent, barrée au milieu, sur le devant du pupitre. Je suis immédiatement ce que c'était. Une croix. Les bancs n'étaient pas dirigés vers le vitrail, ils regardaient la croix. Mais pourquoi? J'avais l'impression que le manoir avait été construit autour de la chapelle, plutôt que l'opposé. Quant aux motivations d'une telle entreprise, j'étais perplexe. Mais je n'avais personne pour satisfaire ma curiosité, bien entendu. Je repris en main le bougeoir et me dirigeai vers le pupitre. Il y avait là une petite porte en métal. Je pressai de la main la surface de froide, et mon cœur fit un bond. Elle était anormalement froide. Si la porte en soi semblait parfaitement normale, je sentis une anxiété incompréhensible se répandre en moi. C'était une sensation tout à fait inhabituelle. Mon instinct me poussait à m'enfuir loin, très loin. Et mon cœur me disait qu'il fallait que je voie ce qu'il y avait derrière. Il en allait de mon devoir. Qu'avais-je trouvé? Après quelques instants d'hésitation, je décidai d'agir contre mon instinct. Je vis un long escalier en spirale.
Les marches en bois s'étiraient si haut que je n'aurais su dire où ils s'arrêtaient. Un observatoire, peut-être. Comme si une force naturelle m'y poussait, je gravis l'escalier. Au bout du troisième ou du quatrième tournant, une douce lumière commença à s'infiltrer dans la tour. Elle passait à travers des ouvertures rectangulaires situées à intervalles irréguliers dans les murs de pierre. Je jetai un coup d'œil par une de ces fenêtres. Et au loin, à distance, par-delà l'océan d'arbres qui semblait de ne pas connaître de fin, j'aperçus un petit village. Je n'aurai jamais l'occasion d'aller nulle part. Tant de marches. Cela faisait un moment que je n'avais pas fait autant d'exercices. Je n'en avais pas eu l'occasion, enfermé dans ma chambre. À chaque pas que je faisais, j'entendais mes articulations protester et mes muscles hurler. J'étais à bout de souffle depuis longtemps et me maintenais uniquement grâce au soutien du mur. Ah! Ah! Voilà qui est pitoyable, bordel. Mais il ne m'avait même pas l'esprit de faire demi-tour. Je devais continuer à monter. Je devais aller jusqu'au sommet. Et c'était ce sentiment d'impérieuse nécessité qui poussait mon corps exténué à continuer l'ascension. Ah. Lorsque j'atteignis le sommet, j'avais quasiment le souffle coupé et je suffoquais. La sueur coulait le long de mon front. Je l'essuyai de la marche et portai mon attention sur une nouvelle porte. Mais contrairement à la première... Mais qu'est-ce que... Un enchevêtrement de cordes en recouvrait la surface. Couche après couche, le message était on ne peut plus clair. Rien ne devait y entrer ou en sortir. Et ça ne semblait pas dater d'hier, vu comme la majeure partie d'entre eux l'avaient pourri. La majorité d'entre elles, bon, peu importe. Par curiosité, je m'emparai d'une corde et tirai d'un coup sec. Le lien cassa en plusieurs endroits et des morceaux tombèrent mollement au sol. Ce ne fut néanmoins pas suffisant pour ouvrir la porte. Les gens scellaient seulement les portes comme celle-ci pour une raison précise. La plupart du temps parce qu'ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient se permettre, que d'autres voient ce qui se cachait derrière. Comme ce qu'ils m'ont fait. J'eus alors le sentiment de me contempler depuis l'extérieur, comme si j'étais en dehors de mon corps. Si ce n'avait pas été moi mais quelqu'un d'autre à ma place, est-ce qu'il aurait tourné les talons en voyant cette porte scellée? Est-ce qu'il aurait fait comme si de rien n'était? Ou bien est-ce qu'il aurait fait comme moi? Je serrais les dents en me sentant un mélange de colère et d'amertume m'envahir. Mais je n'hésitais pas. Je tins la flamme de la bougie contre le mur de corde en faisant attention à ne pas tout embrasser, en les brûlant une par une lentement, prudemment. C'était une activité répétitive, qui prenait du temps, mais j'ai persévéré, tout en essuyant la sueur qui coulait entre mes yeux. Le soleil était sur le point de se coucher quand j'ai réussi enfin à libérer la porte. Je respirai un grand coup, levai les yeux, et en eus la gorge serrée. Il y avait quelque chose de terriblement effrayant dans cette porte. Et puis je l'ouvris. Une très large brise me caressa le visage. Un petit ray de lumière pénétra dans la pièce. Il venait de la seule fenêtre de la pièce située en hauteur. Il jeta un rayon de lumière laiteux sur le sol dur, révélant le fait que je n'étais pas seul. La légende dit qu'une sorcière vit dans ce manoir. Là je vis. Dans ce manoir maudit. Un squelette avec un seul bras. Un manoir maudit pour un homme maudit. C'était comme si mon destin m'avait mené jusqu'ici. Je n'avais aucun moyen de savoir à qui appartenait le squelette. Je le laissai donc à sa place, au sommet de la tour, et me réfugiai donc mes pensées. Ouais, sauf que c'est le squelette de la sorcière, là. Enfin, de Morgana, en fait, du moins. Je me demandais comment cette personne manchette était morte. Ce qu'elle avait ressenti, emprisonnée dans cette pièce, à contempler cette unique fenêtre, hors d'atteinte. La seule chose qu'elle avait pu voir était le ciel,
un oiseau à l'occasion. Est-ce qu'il avait décidé d'avoir plus de lumière ou au contraire, est-ce qu'il en était venu à me briser le minuscule petit ray de lumière qui éclairait la pièce? Est-ce que cet homme était méchant? Était-ce un criminel emprisonné pour ses forfaits? Tous les prisonniers ne sont pas nécessairement des gens mauvais. Marqué moi-même du sceau d'une malédiction qui n'existait pas, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de similaire s'était produit pour cette personne, quelle que soit son identité. Il avait dû essayer vainement de se rapprocher de la lumière. Il avait dû prier constamment pour qu'on la sauve, mais personne n'était jamais venu. Qu'est-ce qu'il avait dû penser pendant qu'elle dépérissait? Est-ce qu'on viendra me sauver, moi? Est-ce que mes frères tiendront parole? Ou bien suis-je voué moi aussi, dans quelques années à finir en tas d'os, desséché dans cette maison? Seul, rejeté, dépouillé de tout espoir, sans personne à qui parler, hormis les ténèbres qui déteindront de plus en plus sur moi. Ce corps pourrait bien être le mien dans le futur. Didier, Georges, m'avez-vous vraiment envoyé ici pour me garder caché? Ou est-ce censé être ma tombe? Puis-je vous faire confiance? Puis-je vous faire confiance quand vous dites que je pourrai rentrer? Que tout le monde m'acceptera de mon cœur? Que nous serons tous réunis comme avant? Que nous jouerons aux échecs, que nous dessinerons, que personne ne sera laissé de côté? Tout ce que je voulais vraiment, c'était que les gens m'acceptent pour ce que je suis. Qu'ils acceptent que je suis un homme. Non, que j'ai grandi et que je ressemble à un homme. Que j'ai le cœur d'un homme. Je n'avais besoin de rien d'autre. Je ne voulais causer d'angoisse à personne. Je ne voulais détester personne. Je souhaitais simplement être ce que j'étais. Non, ce que je voulais être. Je ne voulais pas être traité comme quelqu'un d'étrange ou de différent. Et si c'était trop demandé, eh bien, à tout le moins, je voulais avoir une personne dans ma vie à qui me comprendrait vraiment. Didier, Georges, je prie pour que vous puissiez remplir ce rôle. En me tapissant sans bruit, dans les ténèbres envahissantes du manoir. J'entendais, j'espérais que le jour arriverait, où je pourrais sortir de ma cachette. Pourtant, 1, 2, 3 ans passèrent, et je n'avais toujours pas été libéré. Seule ma mère m'écrivait, et dans toutes ses lettres, elle me disait la même chose. Quand ta malédiction sera levée, reviens à la maison, mon cœur. Quand ta malédiction sera levée, je veux t'avoir à nouveau à mes côtés. Quand ta malédiction sera levée, tout reviendra dans l'ordre. J'attends avec impatience le jour où tu seras libéré de cette terrible malédiction. Mais la malédiction ne serait jamais levée. J'étais à présent ce que j'étais censé être. Tout ce temps que j'avais passé en tant que fille, rien de tout cela n'était vrai. Didier avait dit qu'il ne pensait pas que j'étais maudit. Mes frères ne croyaient pas que j'étais un enfant du démon, tout droit de sortie de l'enfer. Alors non, la malédiction ne serait jamais levée. Car il n'y avait pas de malédiction à lever. Je n'étais pas maudit du tout. Il n'y avait pas de fichue malédiction. Mais le temps qui s'écoulait m'effritait. Tuait lentement l'assurance que j'avais pu avoir un jour. Me vidait complètement de toute confiance. Dans les autres et en moi-même. Au fil du temps, je me mis à douter de mes propres croyances sur ce que j'étais. Je commençais à penser que j'étais peut-être maudit. En effet. Tout comme c'était le cas au domaine Boniguer. Le serviteur qui venait chaque mois faisait de son mieux pour éviter mon regard. Il ne m'apportait pas seulement des vivres, il venait aussi s'enquérir de mon état. Il s'assurait que je ne tente rien pour m'enfuir. Et chaque mois, il devait probablement retourner voir ma mère pour lui dire la même chose. Ma malédiction n'avait pas encore été levée. As-tu les réponses à mes questions? Oh, Père qui est aux cieux. Si c'est le cas, guide-moi, je t'en prie. Dis-moi ce que je suis. Si je suis vraiment maudit. Et aussi, tu pourrais me dire combien pèse mon âme aussi. Probablement pas beaucoup.
Le temps que je passais seul dans ce sombre manoir aurait suffi à rendre fou n'importe qui. Plus le temps passait, plus je doutais de moi, de ma valeur en tant qu'être humain. Et à chaque fois que le doute et la haine de moi menaçaient de m'emporter, je montais jusqu'au sommet de la tour d'observation pour voir la lumière. Ah, je sais pas si j'ai l'air vraiment fatigué à ce point-là. Ok. Je m'asseyais sur le sol dur et je posais les mains sur la jambe du squelette, sur son épaule, sur sa main. D'après la taille des os, cette personne semblait avoir été encore jeune quand la vie l'avait quitté. Pauvre enfant. Même moi je me sens béni, comparé à toi. Ah, comme tu as dû souffrir, enfermé dans cette tour, avec ton bras coupé sans pitié. Moi, ma pitié tu l'as. Moi seul pleurerai ta mort. Moi seul tirerai réconfort de ta présence. Oh, mon pauvre enfant, pauvre enfant. En faisant semblant de prendre en pitié quelqu'un qui avait vécu pire que moi, je me forgeais l'illusion que tout allait un peu mieux en ce qui me concernait. Parce que si j'étais en position de prendre en pitié quelqu'un d'autre, alors inversement, je n'étais pas en position d'être pris en pitié. Vraiment en essayant de façon absurde de me convaincre de ce mensonge. Je passais des heures seul dans la tour, à serrer les os desséchés dans mes bras. Voilà enfin un comportement qui prêtait foi à ma prétendue folie. Avec le temps, l'air du manoir se parut s'épaissir, comme si le brouillard s'était condensé. L'eau repoussait l'air, m'avalait, me faisait suffoquer. Un bourbier putride. J'étais dirigé au fond de cette boue noire et épaisse. Puis j'ai perdu la notion du temps. Mes seuls repères étant les dates figurant sur les lettres de mer. Sans que je ne m'en rende compte. 8 années s'étaient écoulées. Que diable, cela peut-il être? Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu le son de ma propre voix. J'avais presque oublié à quoi elle ressemblait. Ce jour-là, j'avais reçu une livraison, mais ce n'était pas le colis habituel. Le serviteur portait un large objet rectangulaire recouvert d'un drap. Après me l'avoir fourré dans les mains, il dit « La livraison normale arrivera dans quelques jours » et s'en alla. Il avait sans doute trop peur de passer plus de temps que nécessaire avec un homme maudit. Mais je me retins de dire quoi que ce soit. Je savais que j'aurais gaspillé ma salive pour rien. Et je n'étais pas enclin à lui en vouloir s'il ne désirait pas croiser mon regard, ou me parler. La raison comprendait de laisser faire et de le supporter. Tant que je n'ouvrais pas la bouche, l'homme pouvait faire son travail en paix. À la lumière de la bougie, je me mis à ouvrir le paquet que le serviteur m'avait livré. Une feuille de parchemin glissée à l'intérieur, tombant au sol. À l'intérieur du paquet se trouvait une peinture. Au premier coup d'œil, je fus incapable de dire ce que c'était. Hormis le fait que c'était le portrait d'une femme. Je connaissais ses coups de pinceau, cependant. C'était le style de Georges, sans équivoque. La femme dépeinte avait des cheveux blancs. Des cheveux blancs. J'ai eu un coup de cœur. Non, non, c'est clairement pas ça. J'ai eu un coup au cœur. Un tout nouveau pic de souffrance, alors que cette dernière avait presque disparu avec le temps. Une demi-douzaine d'aiguilles me transperçaient. Mes blessures avaient tellement saigné que ces plaies-là avaient depuis longtemps perdu toute sensation de douleur. Mais maintenant, il était de retour. Non, Georges, tu n'as pas. Tout mon corps se figea. Le sang qui coulait dans mes veines eut un temps d'arrêt. Je n'arrivais plus à respirer. Je me noyais dans une flaque d'eau imaginaire. Je me penchais tout pour ramasser la feuille de parchemin. C'était une lettre, de la main de mère. La première ligne disait, comme dans tout le reste de sa correspondance, « Ma fille bien-aimée Michel, chaque jour je prie pour que ta malédiction soit levée. Mais dernièrement j'en suis venu à penser que la raison peut-être pour laquelle tu restes maudite est parce que tu as oublié ton identité. Tu as passé tellement de temps sous cette forme maudite qu'il ne serait pas étonnant que tu te sois perdu de vue.
Comment peux-tu revenir à ta véritable identité si tu ne te souviens pas de qui tu es? C'est pourquoi j'ai demandé à Georges de te peindre un tableau, en espérant que cela t'aide à te libérer de cette malédiction. Tu es une belle jeune femme, ma chère Michel. Je suppose que tu as vu le tableau au moment où tu lis ces lignes. Il est charmant, ne trouves-tu pas? Ses cheveux blancs en cascade, et cette peau fine comme le verre. Ses yeux rouges sombres, enchanteurs. Ses doigts fins et cette silhouette délicate, féminine. Ses lèvres tendres, mais elles ne ressemblent pas à toi plus jeune. Non, je lui ai demandé d'imaginer ce à quoi tu ressemblerais aujourd'hui. Voilà donc ta future apparence lorsque ta malédiction sera levée. N'est-ce pas merveilleux? Imagine. Essaie de te la représenter, ta vraie personnalité. Rappelle-toi qui tu es. Souviens-toi de celle que tu es vraiment. J'attends impatiemment le jour où tu me reviendras. Aussi belle que dans ce tableau. Ma douce, tendre Michel. Te voilà. Te voilà véritablement. Tu es belle, ma petite fille. Et je t'aime tendrement. Les histoires de l'époque, tout ce qui s'est passé d'horrible. On fera comme si rien ne s'était passé. Oublie la chose affreuse dans laquelle cette malédiction t'a transformée. Reviens la fille que tu étais. La fille que tu étais censée être. Pour que nous puissions à nouveau être une famille heureuse. J'attends. Je t'attendrai toujours. Ah. La lettre se terminait là, me laissant avec la femme du tableau qui me fixait. Ses yeux paraissaient me dénier mon identité, comme pour me dire qu'elle était incarnait mon vrai visage, et que je n'étais qu'une imposture. Elle riait de moi. Elle se moquait de moi pour avoir osé penser que je n'étais pas une femme. Elle me raillait dans mon entêtement borné à vouloir être un homme. La douleur enfla dans mon cœur, se déversa de ma bouche en grognements et en gémissements inarticulés. Puis... Je poussai un hurlement qui venait du fond de mes entrailles. Pourquoi? 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 Il m'arrachait les cheveux. Pourquoi, Georges? Jeter le tableau au sol. Tu disais que je pouvais te croire. Tu as juré sur le dieu de l'or. Alors pourquoi? Pourquoi m'infliger ça? Tu l'as dit toi-même, que tu ne pensais pas que j'étais maudit. Tu m'as reconnu comme ton frère. Tu sais que ce n'est pas moi. Alors pourquoi? Pourquoi me faire ça? J'attends depuis si longtemps. Je vous ai fait confiance à Didier et toi. Je vous faisais confiance. Je croyais que vous me soutiendrez toujours. Tout n'était que mensonge. Au fond, vous croyez vraiment que je suis maudit, tout comme mère. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas écrit. Pourquoi vous n'avez pas répondu à aucune de mes lettres? J'avais foi en vous. Où cela m'a-t-il mené? Pourquoi m'avoir aidé à m'échapper en premier lieu? Ce n'était qu'une façade. Et mon exécution, ce n'était qu'un mensonge. Une excuse pour m'envoyer ailleurs, au loin. Hein? Dis-moi, Georges. Dis-moi la vérité. Et toi, Didier, tu en penses quoi? Ah! 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 Non, ce n'est pas réel. Ma voix devenait rauque. Je n'ai pas la force de contenir tous mes sentiments qui se déversaient hors de moi, comme expulsés par une vague imaginaire. Et la fille aux cheveux blancs du tableau continua à me regarder en souriant. Je me mordis la lèvre aussi fort que possible. Un goût métallique se répandit dans ma bouche tandis que les gouttes de sang tombaient au sol, goutte à goutte. Je sortis le couteau que j'utilisais pour ouvrir le cordon qui entourait mes livraisons mensuelles. Le relevé ressembla à tout ce qui me restait de force. Ce n'est pas moi! Et taillait le visage de la femme. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je ne suis pas cette femme. Je suis un homme. Découpez la toile. Je ne ressemble pas à ça. Avec tout ce que j'avais de hargne. N'essaie pas d'effacer qui je suis vraiment. Je ne suis pas reposant. Ne dis pas que je suis une abomination. J'arrachais ce sourire, mon mépris s'accroissant à chaque entaille. Cette femme n'existe pas. Voulez-moi dire le monde entier. Absolument tout. Ce misérable bourbier qui était devenu ma vie.
Mes frères, qui continuaient à mener leur vie, heureux tandis que je croupissais ici, dans le noir. Ma mère dans le déni, qui refusait de reconnaître qui j'étais. Mon père pour avoir essayé de me tuer. Amy pour m'avoir fait comprendre que j'étais un homme. Et puis pour m'avoir torturé parce que j'avais montré mes sentiments. Tout le monde. Je m'en fichais désormais. Je m'en fichais désormais. Je voulais que tous ceux qui m'avaient fait du mal souffrent de la même manière que moi. Je peux exaucer ton vœu. Ah. J'entendis une voix. Je peux les maudire pour toi, très cher. C'était la voix d'une femme. Une voix étouffée comme si plusieurs murs nous séparaient. Qui est là? Je levai ma bougie, la brandis en avant, sur les côtés derrière moi. Mais il n'y avait personne d'autre. Réfléchis un petit peu, ce n'est pas si difficile. Et quand tu auras compris, viens me voir. Cela fait si longtemps que j'attends quelqu'un comme toi. Quelqu'un avec autant de haine envers le monde. Est-ce que je suis censé savoir qui vous êtes? Bien évidemment, très cher. Tu es venu si souvent me rendre visite. Pour me prendre dans tes bras, me murer, pauvre enfant, à l'oreille encore et encore. Que... Non, c'est impossible. Ah, je vois. J'ai fini par perdre complètement la tête. Si c'est ce que tu préfères de croire, c'est ton choix. Mais d'après moi, si tu avais vraiment perdu l'esprit, tu ne souffrirais pas autant. La voix, la voix était toujours sourde, étouffée comme si elle provenait d'un endroit très lointain et très proche en même temps. Viens me retrouver et ouvre la porte une fois de plus. Libère-moi de ma cage. Donne-moi ta main. Je savais bien au fond de moi que tout cela était absurde. Et pourtant, je fis ce que la voix me demandait. Je me laissai entraîner par ses chuchotements complaisants. L'archange se tenait fièrement sous son perchoir de verre, me contemplant de haut. Son regard me semblait presque accusateur. Mais je poursuivis mon chemin vers la tour indifférent. Pendant tout ce temps, j'ai attendu. Attendu le jour où je serais débarrassé de cette noirceur. Le jour où quelqu'un viendrait me libérer. Quand tu es arrivé dans cette maison, j'ai senti les mains du destin à l'œuvre. J'ai senti que tu avais été guidé jusqu'ici, que tu étais destiné à venir à cet endroit. Tu as tellement souffert devant ton arrivée. Je sais ta douleur. Je sais ce que ça fait d'être emprisonné, d'être torturé, d'être utilisé, abusé par les autres. Toi seul as eu pitié de moi. Et je serai la seule à avoir de la compassion pour toi. Toi seul est resté à mes côtés. Et j'en ferai de même pour toi. Tu peux me redonner vie. Tu peux me ressusciter. Maintenant, ouvre la porte, Michel. C'était comme si j'avais perdu le contrôle de mon propre corps. Sa voix était tendre, mais d'une manière différente de celle de mère ou d'aimer. Enchanteresse. Au sommet de la tour d'observation, je poussai la porte. Je vis tout d'abord le rayon de lumière qui provenait de la fenêtre. Et rien d'autre. Merci d'avoir ouvert la porte. L'endroit était vide. La squelette qui avait toujours été là depuis mon arrivée avait disparu, sans laisser aucune trace. Je me tournai de tous les côtés, parcourant du regard le moindre recoin de la pièce, mais il n'y avait personne. Il n'y avait que sa voix qui me chuchotait à l'oreille. Grâce à toi, je vais pouvoir me venger. Venger? À présent, je vais pouvoir faire vivre l'enfer à ces hommes. Un enfer bien plus terrible de ce qu'ils m'ont fait subir. Un désespoir constant sans fin. Leur corps peut bien devenir poussière. Tant que leur âme vivra, leur torture n'aura pas de fin. Ah! Sa voix perdit toute tendresse pour ne blesser que la haine. Une haine à l'état pur. Puis, elle émit un ricanement à demi étouffé. Mais qui êtes-vous? Oh, mon pauvre enfant. Il t'a enfermé ici sans te dire qu'il vivait dans cette maison. Comme c'est triste.
Tu me fais pitié. Mais tu es exactement le genre de personne dont j'avais besoin. Vous n'êtes tout de même pas la sorcière aussi? Si. Je suis la sorcière maudite, qui est ce monde misérable, dérisoire, qui le maudit. Et mon nom est Morgana. Morgana. Je pensais que la sorcière n'était qu'une légende, un conte. Si tu ne me crois pas, je serais ravi de te faire une démonstration. Voyons voir. Je pourrais jeter un sort à la personne de ton choix. Le traîner dans l'abîme le plus profond. C'est toi qui m'as rendu ma liberté après tout. Qui a sympathisé avec moi? Qui m'a pris en pitié? Qui m'a aimé? Tu étais heureux d'embrasser mon cadavre pourrissant. Et pour cela, je vais t'accorder un vœu. Les désirs peuvent se réaliser, Michel. Tout comme j'ai pu revenir à la vie. Si tu restes constant dans tes désirs, ils deviendront réalité. Car la dévotion et la bonté sont la fontaine d'où surgissent les miracles. Je ne peux pas quitter le domaine du manoir. Mais ce n'est qu'un léger détail. Dis-moi, qui tu souhaites maudire? Et je les guiderai jusqu'ici. Je peux leur infliger la même croix qu'on te fait porter. Je crois en mon pouvoir de réaliser des miracles. Parce que tu as fait de mon miracle une réalité. Alors dis-moi très cher, qui sera le premier? Ton frère qui t'a fait cette peinture ridicule? Georges. Allons-nous le tuer? C'est tout ce qu'il mérite. Il t'a causé bien assez de souffrance. Mais si tu préfères, on peut maudire ta père plutôt. Ou bien la femme qui t'a mené là où tu es. Ou peut-être que tu préfères que ce soit ton père. S'il n'est plus là, tu pourrais rentrer à la maison. Tu n'as qu'un mot à dire et je réaliserai un miracle pour toi. Je croyais néanmoins à ces paroles, aussi ridicule que ça puisse paraître. Le squelette avait tout de même disparu de la tour, et j'étais en train de parler à une voix désincarnée. Mais en plus, la voix possédait une sorte de magnétisme. Si la magie existait vraiment, alors ses paroles en étaient lissées. Sa voix avait un pouvoir. Elle contenait quelque chose qui me poussait instinctivement à ne pas remettre en doute tout ce qu'elle disait. C'est pourquoi, alors que j'étais sur le point de perdre complètement la raison, je me mis à croire à tout ce que disait la sorcière. Je voulais les maudire. Maudire mes frères, mère, père, aimés. Et la sorcière disait que j'en avais la possibilité. Qu'est-ce que ce sera, très cher? Sans contrepartie. Ni sacrifice ni sombre rituel ne sont nécessaires pour ma magie. Je veux simplement te témoigner ma gratitude. Je veux que tu ailles ce que tu désires. Qui veux-tu maudire? Les doux murmures de la sorcière planèrent un bref instant dans l'air avant de s'envoler au loin. Je sentis tous les muscles de mon corps se raidir. Je chancelais, comme si le sol s'était mis à onduler sous mes pieds. J'eus le plus grand mal à ne pas oublier. Qui voulais-je maudire? Ah, j'oubliais. Tu es libre d'en choisir plusieurs. Tous même. Je pourrais les maudire. Et la sorcière tuerait ma famille. Je serais libre. Personne ne saurait que j'étais née femme. Pourquoi pas devenir le nouveau chef de famille? Qui maudire? Qui tuer? Didier, Georges, mère, père, Aimé, eux tous? Ils m'avaient banni dans cet endroit. Exerce ta vengeance. Un papillon noir volta dans le seul rayon de lumière de la pièce, tout en le contemplant d'un air absent. Je me retrouvais assis d'une dizaine de souvenirs, d'émotions qui me venaient en mémoire. Mais au bout du compte, on fait partie de la même famille. On peut tout surmonter. En temps voulu, tout reviendra comme avant. Exactement comme ça a été le cas pour Georges et moi. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je pense à eux maintenant? Ils m'ont tourné le dos, laissé enfermé dans cette pièce pendant 2 ans, et abandonné ici pour 8 autres années. Ils se moquent que je sois mort ou vivant. Alors pourquoi devrais-je? Pourquoi devrais-je? Tu as pris ta décision? Oui. Dis-moi très cher,
Qui as-tu choisi? Qui veux-tu maudire? Personne. Oh, j'ai eu chaud, man. Bon, c'était un peu prévisible, mais tant mieux, on faisait. Je ne peux maudire personne, Morgana. Tu dois plaisanter. Je sais combien tu veux les voir morts. J'ai ressenti toute ta haine, ton désespoir. Et tu veux me faire croire que tu es incapable de les maudire? Ça vient juste de me frapper. Je ne peux pas faire cela à ma famille. Je ne peux pas maudire ma propre famille. On parle de la famille qui t'a rejeté, qui te croit maudit, qui t'a fait souffrir pendant des années, et qui t'a ensuite emprisonné dans ce manoir isolé. Et il n'éprouve pas le moindre petit remords à ce sujet. Je le sais bien. J'ai compris qu'ils n'accordent pas le même poids que moi à leurs paroles. Je l'ai compris il y a bien longtemps. Je sais que je suis seul dans mes prières, qui ne veulent pas les mêmes choses que moi, qui n'ont jamais mérité la confiance que je plaçais en eux. Eh bien pourquoi dans ce cas ne peux-tu pas les maudire? Parce que je ne veux pas les haïr. Je ne veux pas les faire souffrir. Au contraire, je veux qu'ils soient heureux. Mais il n'y a pas de place pour toi dans ce bonheur. C'est un bonheur qui repose sur ton malheur. Pourquoi donc ne pas les précipiter dans l'abîme pour trouver toi-même dans le repos? Je ne trouverai aucun repos en les maudissant. Quand peux-tu en être aussi sûr, très cher? Dans mon cas, ça me fait le plus grand bien. Tu essaies d'écouter ta conscience, je le vois bien. Mais ce qu'on appelle le bien est superficiel. Il ne sert à qu'à t'enchaîner. Défais-toi de ces chaînes. Et tout sera tellement plus simple. Rien de ce que vous direz ne pourra me convaincre de tuer ma famille. Pourquoi pas quelqu'un qui n'est pas de ta famille alors? Je suis sûr que tu as en tête une personne au moins que tu aimerais me voir morte. Oh, bien sûr que oui. Je pourrais la tuer une dizaine de fois que ça ne serait pas suffisant. Mais si moi je serais heureux de sa mort, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne seraient pas tristes de la perdre. En enlevant une personne de ce groupe, tout l'ensemble pourrait s'écrouler. Tout ça parce que je n'aurais pas su maîtriser ma propre haine. Ta solitude à leurs endroits signera ta perte. N'allez pas croire que je n'en suis pas conscient. Tu n'en es pas conscient, pas le moins du monde. S'ils ont encore de la valeur à tes yeux, c'est simplement parce que, au fond de toi, tu as encore de l'espoir. Mais l'espoir a le dos d'abandonner chez ceux qui y trouvent refuge. Tu as un problème, et tu dois t'en occuper avant qu'il ne te tue. Toi et moi, on est fait du même bois. Peut-être que pour le moment tu tiens encore à ta famille, mais avec le temps, tu finiras par les maudire. Prends-le comme un avertissement, Michel. C'est ta haine, ta malédiction, qui m'a ramené à la vie. Ne l'oublie pas. Mais on a tout le temps devant nous. Nul besoin de précipiter ta décision. Je te montrerai ce que tu désires vraiment au fond de toi, bien enfoui. Et je te le montrerai encore et encore, jusqu'à ce que tu l'acceptes enfin. Le papillon noir qui volait très près de la fenêtre disparut. Et la voix de la sorcière ne se fit plus distante. Terrassée. Je m'écroulai au sol et perdis conscience. Était-ce par amour pour ma famille que j'avais pris cette décision? Ou alors est-ce que j'avais simplement peur de franchir le pas? Morgana avait-elle raison? Mon cœur abritait-il désormais un monstre terrifiant? Si j'avais effectivement ressuscité la sorcière par ma simple haine, peut-être était-je devenu ainsi. Les ténèbres s'infiltrèrent en moi une fois de plus. À nouveau, j'étais emmuré dans mon désespoir. Doucement, tout doucement, petit à petit, il me consumait et me rapprochait du néant. Quand je restais trop longtemps dans l'obscurité, j'étais tenté d'accepter l'offre de la sorcière. En ricanant comme un démon, je me voyais jeter un sort à quelqu'un de le tuer. La ramener à la vie fut une erreur que je n'aurais jamais dû commettre. Et pas pour le plus grand bien, rien d'aussi noble. Non, à chaque fois qu'elle prenait la parole, une petite partie de mon âme mourait. Depuis ce jour, la voix de Morgana devint une nouvelle composante de ma vie. Maudis-les, tue-les, maudis-les, me chantonnait-elle directement à l'oreille.
J'avais beau me cacher, me boucher frénétiquement les oreilles. Sa voix résonnait directement dans ma tête. Entendre un fleu incessant de malédiction prononcée par une voix désincarnée. Voilà qui me paraissait tellement irréel. Tellement incroyable que j'avais l'impression d'avoir été traîné hors du royaume des mortels. Sa voix avait quelque chose d'étrangement envoûtant, de déroutant. Sa mémoire s'infiltrait d'autant plus en moi. C'était une vraie torture. Maudit lait. Agonie lait. Est-ce vraiment bien nécessaire d'avoir toute ta tête maintenant, honnêtement? C'était ton obstination qui te pousse à te cramponner à ta raison, et qui te cause autant d'angoisse. Avoue-le, il y a plein de noirceur. Plus de malice de bouillonnant en toi qu'en n'importe qui d'autre. C'est pour cela que c'est toi qui m'as ressuscité. Avoue-le. Tu veux les maudire, n'est-ce pas? Tu veux les tuer, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas. Pas du tout. Je vous l'ai déjà dit. Tu mets tant d'énergie à le nier, Michel. Tu mets tant d'énergie à le nier, Michel, que ça signifie forcément que c'est vrai. Tu serais capable de garder ton calme si tu étais tout à fait dépourvu de culpabilité. Je ne veux pas tuer Didier, ni Georges, ni mère, ni père. Je n'ai absolument aucun désir de les voir morts. Vos chuchotements constants m'embrouillent l'esprit. Sois honnête avec toi-même, Michel. Tu peux très bien imaginer que cela se ferait. De tenir leurs entrailles encore chaudes entre tes mains. De contempler leurs cadavres. Non, je ne... Ce n'est pas ce que je veux. Ne mens pas, Michel. Tu as gravi la tour, tu as ouvert la porte. Tu es venu me chercher. Non, je n'ai pas fait exprès. Si, Michel, tu l'as. Assez! Je ne veux plus vous écouter. Allons, ne t'en prends pas. Dans ta colère a des doigts inanimés, Michel. Sais-tu seulement où je suis? Où êtes-vous? Derrière toi. Devant toi. Et maintenant, je suis à côté de toi. Tout cela n'est qu'un jeu pour vous, Morgana. Vous vous moquez pour votre propre plaisir. Pas du tout, très cher. En fait, je te considère comme un ami proche. Pourquoi irais-je me moquer d'une personne qui compte autant pour moi? Nous ne sommes pas proches. Tu finiras par comprendre avec le temps que nous sommes très semblables. Et quand tu l'auras compris, tu sauras également que je suis la seule personne à te comprendre vraiment. Assez! 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 Laisse tomber, Michel. Envoie tout cela au diable, méprise-les, tue-les, fais-les souffrir, maudisse tout cela. Je vous en prie, arrêtez! Et où comptes-tu aller ainsi, Michel? Où que tu ailles, je serai toujours à tes côtés. Tu veux prier Dieu pour m'exorciser? Voilà qui est plutôt amusant, étant donné que je suis l'enfant de... Je ne veux pas te blesser, Michel, au contraire. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Arrêtez. Je veux te libérer de ta misère. Je n'en peux plus. Taisez-vous par pitié. Qui est là? Je suis venu vous livrer le paquet du bois. Oui. Michel? Il y a un problème? J'ouvris la porte pour découvrir un serviteur du domaine Bollinger. Il semblait très perdu de me voir. Je devais avoir une tête horrible. La voix de Morgana, ses paroles, m'avaient sapé l'esprit. Un humain? Une personne normale. Pas une sorcière, ni un esprit, ni un démon. Je savais très bien que le serviteur ne ferait jamais rien pour m'aider. Il ne croyait pas un mot de ce que je disais. Mais à ce moment-là, son humanité suffisait pour que je jette mon dévolu sur lui. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. La sorcière, elle me parle. Elle ne s'arrête jamais de parler. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Ah, c'est un petit bug là. Laissez-moi revenir à la maison dans votre voiture. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. La voilà, la sorcière. Elle me tue à petit feu. Elle ne veut pas s'en aller. Je ne peux pas m'enfuir. Je vous en prie, j'ai besoin de votre aide. Vous avez perdu l'esprit.
Vous êtes folle. Urk! Ouais, c'est... Voyez, c'est pour ça que je voulais pas de ce boulot. Être obligé de livrer des fournisseurs à ce fichu manoir hanté. Devoir se coltiner la cadette de Déboulinguer. Non, non, je suis tout à fait sain d'esprit. Vous avez vendu votre âme au diable. N'allez pas croire que je suis pas au courant. Non, je n'ai rien fait de tel. Vous êtes complètement cinglé. Non. C'en est fini de ce fichu boulot, j'arrête. Ça vaut pas tout l'or du monde. Pas si ça veut dire que je me retrouve avec une tarée comme vous, même pour un instant. Bon, dommage. Pourquoi? Je ne suis pas fou. Je suis parfaitement sain d'esprit. Je ne suis pas fou. Michel, tu es loin, très loin d'être sain d'esprit. J'aimerais bien avoir une voix aussi aiguë que ça, mais j'arrive pas, man. je ne veux rien entendre. Je ne suis pas fou, bordel. Je ne suis pas fou. Hihi. Je ne veux rien entendre. La sorcière passait presque tout son temps, chaque jour à mes côtés, à parler encore. À me dire combien les humains sont méchants. Combien ils sont laids. Une boucle sans fin de reproches, et elle ne semblait jamais s'en lasser. Tous. Les jours, encore et encore. Elle mettait aussi un point d'honneur à me rappeler mes souvenirs, tout ce que j'essaie de mettre derrière moi. Mais j'avais beau me démener pour l'ignorer, pour ne pas me laisser atteindre par ce qu'elle disait. Elle contournait tous les murs que je dressais pour me protéger. Chacune de ces paroles me corrompait l'esprit. Je n'avais aucune échappatoire. Maudis-les. Agonie-les. Souviens-toi. Rappelle-toi de ce qu'ils t'ont fait. Ferme les yeux. Et rappelle-toi la scène. Souviens-toi. Souviens-toi comme leur regard était méprisant. Comme leurs lèvres se tordaient lorsqu'ils riaient. Tu n'as qu'à les maudire pour effacer ces rituels insupportables de ton existence. Je suis sérieux. Arrêtez, s'il vous plaît, Morgana. Je vous en prie, arrêtez de me parler. Je vous en supplie. Honnêtement, je n'en peux plus. Oh, allons. Qu'est-ce qui te fait dire ça, très cher? Il n'y a rien que nous deux dans ce vieux manoir lugubre. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à avoir une petite conversation. Votre voix, tout ce que vous dites, m'affaiblit de plus en plus. Je tiens à toi, et tout ce que je dis est censé t'aider à te libérer. Donc je continuerai à le dire. Tu as le droit de détester les gens qui t'ont fait du mal. Ils ne méritent pas d'être heureux. Une personne qui passe son temps à te sourire est une personne qui va être certainement à te trahir. Une personne qui se croit tout le temps au-dessus des autres ne décidera pas à risquer la vie de son prochain. Une personne qui convoite la richesse et le pouvoir sacrifiera ses amis et sa famille pour les obtenir. Voilà le genre de personnage qui t'a entouré jadis. Je vous ai dit et répété que je ne maudirais personne. Pourquoi te montres-tu aussi têtu, très cher? Je pourrais vous retourner la question. Pourquoi ne voulez-vous pas me laisser tranquille? Parce que je ne supporte pas de te voir ainsi. Le seul mot, tu pourrais te libérer de ta souffrance. Et puisque tu persistes à te garder enchanté à ton idée de famille, tu te rends malheureux. On est le même genre de personne, toi et moi, Michel. Nous avons le droit d'en dire d'autres. Quel que soit le genre d'enfance que tu as vécu, quel que soit le genre d'enfance que tu as vécu, quelle que soit la haine qui couve en toi, Michel, tu es un homme maudit nommé d'après un ange. Tu dois comprendre à quel point tu as été perfetti, et vite. Je ne suis pas perfetti. Est-ce que tu crois honnêtement toujours que tu es normal? Dis-moi, qu'a-t-il de normal à être content de prendre dans ses bras un squelette? Dis-moi, qu'a-t-il de normal à taillader le visage d'une fille au couteau? Tu n'es pas normal. Je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Il faut que tu l'acceptes. Pourquoi tiens-tu autant à ta santé mentale? Si tu te laissais en aller, tu n'aurais plus à souffrir. Personne ne va venir à ta rescousse, très cher. La seule chose qui puisse te sauver désormais, c'est ta haine. Nous sommes pareils. Je n'ai rien à voir avec vous, je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas maudit. Je suis humain. Un homme? Oui.
Un homme. Avec un corps pareil. Ah. Hihi. Oh, mon cher ami. Laisse-moi te dire quelque chose qui devrait te faire plaisir. Sais-tu de ce que certains disent à propos des gens comme toi? Ceux qui ne sont ni mâles ni femelles. Qui sont semblables à Dieu. Semblables à Dieu? Tout à fait. Tu aurais dû être vénéré pour ta divinité. Mais au lieu de cela, ta famille t'a maudit. Tu n'es pas humain. Du moment où la vie a été insufflée en toi, ton destin était tout tracé. Non, vous avez tort. Si j'avais vraiment tort, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu serais avec ta famille. Tu aurais peut-être pu être une jolie petite femme. Tu vivrais une vie normale, heureuse avec elle. Mais ça fait longtemps que tu as dévié de ce chemin. Il s'est évanoui à l'horizon. Non! Je suis humain. Je suis une personne normale. Le cadet de la famille Bollinger. Je suis un homme ordinaire. Personne. Pas une seule personne ne me croyait. Pas même la sorcière n'était prête à me voir comme un humain. Sans parler de ma famille. L'archange dont je partageais le nom me regardait d'un air méprisant. La sorcière essaie de m'attirer dans son monde. Mon passé était une sorte constante de souffrance. J'étais emprisonné dans cet endroit depuis bien trop longtemps. Je ne pouvais rien faire pour mon corps. Toutes ces choses, combinées les unes aux autres, menaçaient de me briser. Je poussais un hurlement et sortis en tibutant de la pièce furieux. Je devais sortir de cet endroit. Je n'avais pas le droit de quitter la propriété, mais ça n'avait pas d'importance. Je voulais juste voir une autre chose. S'il ne me laissait pas rentrer à la maison, je m'enfuirais. C'était la seule chose que je pouvais faire. Je voulais me rendre dans un endroit, quel qu'il soit, qui puisse m'accorder un tout petit peu de lumière. J'étais désespéré. À l'aide! À moi! Je vous en prie. Dis-moi que je suis un humain. Dis-moi que je suis un homme. Je vous en supplie. Dis-moi que je ne suis pas un maudit. Mais lorsque j'ouvris la porte d'entrée, la lumière enveloppante m'éblouit. Ah! Le monde devint tout blanc en un clin d'œil. Je n'y voyais plus rien, et là... Ah! 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 Mon bras commença à me brûler sous les feux de soleil. Ah! 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 Une fumée noire s'élevait de la chair qui grisillait. Une odeur radonnée de nausée emplie d'air. Ah! 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 Une douleur insoutenable se répandit rapidement dans le reste de mon corps. Pourquoi je... Oh, de l'eau. Je referme précipitamment la porte et me retrouve dans l'obscurité. Haletant et gémissant, je me mis tant bien que mal en quête d'eau. Ce que la sorcière Morgana contemplait avec une bonne dose de pitié, j'en suis sûr. Je ne crois pas que tu aies besoin d'eau. Va te regarder à nouveau. Ah. En me dirigeant au peu de lumière qui réussit à se frayer un chemin dans les couloirs, je me traînais jusqu'à la chapelle et m'arrêtais sous la lumière pâle qui brillait à travers le vitrail. Ah! Comment? Je n'avais aucune brûlure. Enfin, ma peau n'était même pas rougie. Je n'avais rien, pour autant que je le sache. D'où venait la douleur alors? Et cette odeur bien distincte de chair brûlée. C'est vous qui avez fait ça, n'est-ce pas, Morgana? Je sais ce qui t'arrive. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Parfois, une grande détresse, le désespoir peuvent causer des douleurs physiques. Le corps et l'esprit sont plus étroitement liés que tu ne le penses. Et ton esprit est bien plus endommagé que tu ne le crois. Mon pauvre enfant. Tu as toute ma sympathie, très chère. Si seul, si triste. Je m'écroulais au sol devant le vitrail coloré. J'avais l'impression que le monde allait m'engloutir. Ou bien qu'il allait se métamorphoser autour de moi. J'ai calculé complètement totalement. Je devais me rendre à l'évidence. Ce qui me laissait qu'une seule issue.
Il fait que j'arrête de me battre et que j'accepte la dure réalité. Cela simplifierait tout. Le monde entier disait que j'avais un problème. J'étais le seul à le nier. Alors aux yeux du monde, cela voulait dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait chez moi. J'étais anormal. J'étais une anomalie. J'étais fou. J'étais maudit. Je n'étais pas humain. Je n'étais pas un homme. Si je ne suis pas humain, si je ne suis pas un homme, alors je devrais me donner le titre de sorcière. Je restais cependant fermement décidé à ne maudire personne, refusant de renoncer à cette dernière partie de mon humanité. Et pour tout le reste, je lâchais prise, ce qui me libéra d'un grand fardeau. J'arrêtais d'en m'en faire, et j'arrêtais de réfléchir. Je renonçais à ce qu'on m'accepte, je renonçais à m'enfuir. La lumière du soleil ne me causa plus aucune brûlure invisible. Non, au lieu de ça, je devins une coquille dépourvue de toute émotion. Je rejetais ma foi, mon espoir et me forgeait une carapace de cynisme dans laquelle je m'enfermais. Et avec le temps, cela devint mon état normal. Je commençais à croire que c'était ce que je voulais. Mes jours s'écoulaient tranquilles. Le temps défilait très lentement, à un rythme presque imperceptible. Les chuchotements de sorcière ne m'atteignaient plus. Il ne se passait rien de particulier lors des 2 années qui suivirent. À un moment, un homme atteint d'une maladie rare parvint jusqu'à Mont-Noir alors qu'il errait dans la forêt. Mais il n'y avait rien de plus à raconter à ce sujet, car rien au monde n'aurait pu me convaincre de prêter attention aux autres. Je passais la majeure partie de mon temps assis devant la cheminée. J'avais recouvert le vitrail de denture, répugnant à m'accorder ne serait-ce qu'une seule pensée à ce maudit archange. Lorsque je contemplais les flammes qui dansaient, j'arrivais à oublier le temps qui passait. Je regardais sans cligner les yeux. Ses langues rouges orangées s'agitaient en arrière, en avant. On aurait dit qu'elle était prête à jaillir de l'âtre pour me consumer. Que ce soit par les brasiers hurlants de l'enfer ou par les feux purificateurs du purgatoire. La pensée de travailler tout entier, d'être réduit en cendres par une énorme déflagration m'était très agréable. Mes visions ne devenaient jamais réalité. Dis-moi, Michel, à quoi est-ce que tu penses en ce moment? Tu ne veux toujours pas les maudire? Mais regarde-toi, Michel. Tu as vu comme tu vis? Tu veux vraiment de cette vie-là? As-tu déjà pensé à la mort? Michel, est-ce que tu as envie de mourir? Hihi, c'est la bonne réponse. Tu as dit que c'est un péché de prendre sa propre vie après tout. C'est bien, Michel, tu as pris la bonne décision. Et je serai avec toi jusqu'à la toute fin, mon cher ami. Pour être honnête, une partie de moi désirait mourir. C'est juste que je n'avais pas l'énergie de m'ôter la vie. Mon esprit, mon âme, étaient bien trop délabrés. Le jeu bug? Non, c'est vrai. Ah, ça c'est... Ah, ça je pense que c'est... La porte 5 là. Malgré tout, dans ma 10e année, la porte s'ouvrit une fois de plus. Et le temps reprit son cours normal. Quand vous êtes arrivé, on fait référence à Gisèle. Gisèle. Tout ce à quoi j'avais renoncé. Tout ce que j'avais cru en avoir perdu. Tout est revenu. Au début, comme vous le savez mieux que personne, j'étais profondément méfiant envers vous. Je détestais que vous soyez là. Mais si je ne vous avais pas rencontré, selon toute vraisemblance, j'aurais probablement de continuer sur le même chemin. Je serais devenu un démon. Mais vous m'avez l'air d'être plutôt bel homme. Je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais l'image que j'ai d'une sorcière est définitivement celle d'une femme. Donc vous n'êtes pas une sorcière. Pour vous dire la vérité, je ne savais pas quel genre de personne se trouvait ici et ça m'effrayait assez. Mais là, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Enchanté de faire votre connaissance, maître.
Ah, c'est vrai que ça donne... elle fait sourire, quoi. Bon. Après m'être occupé de Gisèle, j'étais retourné dans ma chambre. Et j'étais, pour être honnête, sidéré. Bien sûr que c'était la sorcière qui rajoutait de l'huile sur mes appréhensions. Pourquoi laisses-tu cette femme rester ici? Je viens du domaine Blinker, et on sait tous les deux de ce que tu penses de ta famille. Chasse-la. Si tu lui fais un peu peur, il sera parti dans la journée. À moins que tu ne préfères que je m'en occupe. Une fenêtre qui claque par-ci, une paire de fer qui se brise par-là. Des petites choses comme ça pour créer une atmosphère plus effrayante. Tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que tu en as à faire de cette fille après tout? Oh, allez, ne fais pas la tête. Moi aussi je vis ici, c'est normal que je m'en mêle. Et je n'aime pas beaucoup les gens bruyants. Ou les femmes enjouées comme elle. Je crois que là-dessus on est tous les deux d'accord, non? Tu n'aimes pas cette femme, n'est-ce pas? Plus une personne sourit, et moins tu pourras lui faire confiance. Mais je n'ai pas besoin de le rappeler ici. Tais-toi. Allons, allons, ce n'est pas très courtois. C'est une affaire de famille. Ça ne te concerne pas. Je ne faisais que t'offrir mon aide pour te débarrasser de cette peste. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débarrasserai de cette femme quand je serai prêt. Mais d'abord, je veux savoir quel secret elle cache. Seulement après, je pourrai renouer avec mon train de vie paisible. Hihi, très bien. Cette peste n'a rien à faire dans ta douce de retraite. Le monde qui t'attend à présent est bien plus clément, bien plus accueillant que celui que tu as connu. Eh bien, bonne chance alors. Et si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à faire appel à moi. Ah, au fait. Quoi encore? Tu as changé, très cher. Hihi. Et je te préfère d'être ici. Tu sentais bien trop l'humain avant. J'ai toujours détesté cela. Tu t'as béni d'un corps similaire au sien. Tu as été personnellement créé de ses mains. Je rêverais d'avoir ce que tu as. Et toi, tu t'obstinais à le nier. Mais maintenant, tu joues beaucoup mieux ton rôle. Une sainte, ressuscitée par l'être vivant le plus proche de Dieu. Peut-être que ça aussi, on peut considérer que ça c'est un miracle. Hihi. Morgana. Oui? Tu es dérangé. Tu es délire. Eh bien, je te remercie. Gisèle est une femme qui sourit beaucoup. Ses yeux de jade brillaient à chaque fois qu'elle changeait d'expression. Et plus elle souriait, plus elle s'animait en parlant, plus je me méfiais d'elle. Je ne pouvais pas me fier à quelqu'un qui souriait autant. Surtout pas une femme. Et ses tentatives pour se montrer amicale avec moi n'aidaient en rien. J'avais beaucoup de mal à croire qu'elle voulait sincèrement apprendre à me connaître. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle essayait de me soutirer des informations. Tous ceux qui essaient de se rapprocher de moi avaient forcément quelque chose en tête, comme Amy qui l'avait fait seulement pour faire plaisir à mère. Peut-être que mon manque de confiance avait pu passer pour de la paranoïa. Mais il faut comprendre que même 10 ans après, des bribes de ce cauchemar me revenaient encore en mémoire de temps en temps. Quelques tentatives pour être gentil avec moi ne suffisaient pas pour autant que je me méfie à cette étrangère. Au bout d'un moment, je me rendis compte qu'elle cachait quelque chose, et j'étais persuadé que c'était par culpabilité. J'écrivais donc à mère pour obtenir une information que je pourrais utiliser contre elle afin de la briser, de la chasser. J'aurais dû écouter Gisèle, au lieu de mère ou de la sorcière. Mais je l'avais assimilé à Amy dans ma tête, et j'étais donc incapable de voir de quel côté était la vérité. Je la percevais seulement comme étant malveillante. C'est pourquoi au lieu de la croire, je me fiais aux paroles de mère, alors que mère n'avait jamais fait de même à mon égard. Ma très chère Michel, je suis profondément désolé de t'avoir mise dans une telle situation. Je n'ai jamais voulu que cette femme aille affaire à toi. C'est une sorcière. Une horrible sorcière. Une pécheresse. Une femme affreuse souillée. Elle a couché avec mon mari. Avec ton père. C'est la fille d'un vieux marchand.
Elle s'est infiltrée dans notre famille pour pouvoir faire chanter ton père. Elle a commis un grave péché. Le péché d'adultère. J'ai essayé de la faire exécuter, mais ton père ne voulait pas. À la place, il l'a bannie pour la punir de ses crimes, sans savoir que tu vivais déjà à cet endroit. Et je ne pouvais pas non plus le lui dire, car c'est mon secret, ainsi que celui de tes frères. Je prie pour que tu trouves la force, en ton cœur, de pardonner à ta mère pour ses manquements. Excuse-moi d'avoir mené une sorcière jusque chez toi. Ça ne me surprendrait pas qu'elle essaie de fouiner dans tes affaires. C'est un démon impitoyable qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Si jamais la nouvelle de ta malédiction venait à se répandre, cela attirerait sûrement l'attention indésirable de l'Église. Nous n'avons aucune autre alliée, rien que nous. Michel. J'ai ajouté un poignard à cette lettre. La lame a été trempée dans de l'eau bénite, ce qui devrait te permettre d'éradiquer l'âme corrompue, diabolique de la sorcière. Je te demande, de tout mon cœur, de renvoyer cette horrible créature en enfer. C'était une nuit de tempête. Des coups de tonnerre déchiraient le ciel par endroits. Gisèle poussa un hurlement de panique et me repoussa. Et l'expression de son regard me rappela des émotions que je croyais avoir oubliées. Je connaissais ce visage. Je connaissais ce cri. Parce que ce visage avait été un jour été le mien. J'avais poussé le même cri de désespoir à la face du monde. Retour à la case de départ. Oui, enfin, le calme à nouveau. Honnêtement, je suis surprise qu'elle ait tenu aussi longtemps. D'une certaine manière, sa ténacité est assez impressionnante. Peu de personnes auraient résisté à aussi longtemps face à un désintérêt aussi évident. Mais tu sais très bien qu'une personne ne se montrerait amicale avec toi sans une bonne raison. Tout ce qui te concerne a une importance considérable en dehors de ces murs. Mais l'expression de son visage autrefois... Est-ce que je jouais vraiment la comédie, quand j'ai démasqué ses manigances? Si tu crois qu'il avait peur de toi, tu fais fausse route. C'est ainsi que les gens réagissent quand leurs péchés sont mis au jour. Et elle hurlait. Elle avait l'air sincèrement terrifiée quand elle a repoussé ma main. Tu ne vas quand même pas laisser les cris d'une femme d'obscurcir ton jugement si... Une femme fait feu de tout bois quand elle en a besoin. Les larmes, un sourire, la peur. Le jour où elle est arrivée, tu as su que son sourire était faux. Tu vas donc certainement pas te laisser avoir par ça. Je ne suis pas en train de me faire avoir. J'ai juste... Il me semble que je connais cet état de panique effréné. Il y a quelque chose qui cloche. Juste... rien. Très cher. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu ne l'as simplement pas tué quand tu en avais l'occasion. La vue du sang t'effraie? Le sang de tes tourmenteurs n'a pas plus de valeur que celui d'un sanglier. Tu aurais dû lui trancher la gorge sans y penser à deux fois. Mais c'est vrai que ça aurait fait un sacré désordre. Là, c'est plus logique. Tu n'avais pas peur de la blesser. Tu ne voulais simplement pas t'embêter à nettoyer après. Ça te ressemble tellement bien. Tais-toi. Oh, allez. Cette femme est en fait partie. Nous voilà à nouveau rien que tous les deux. Et tu ne veux pas parler? Silence, s'il te plaît. Hihi, comme tu veux. Je vais célébrer tes exploits en silence, mon très cher ami. J'imagine qu'il est dehors à présent, à moitié enterré dans le sol froid. J'ai des frissons à chaque fois que j'imagine. Ce que je serais devenu si j'avais fait comme mère m'avait demandé. Si je vous avais tué. Ou si dans la forêt, vous avez succombé à cet orage impitoyable. La vie ne m'a jamais accordé beaucoup de chance. Mais on peut dire que votre retour, le fait que vous soyez en vie, fut une bénédiction sans pareille. J'en ai assez. Je n'en peux plus. J'en ai fini avec ce monde. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré là-bas. Comment c'était dur de tenir le coup. Gisèle, je comprends. Je sais très bien combien cela peut être difficile et douloureux. Quand personne ne le croit.
quand personne ne nous accepte. Je ne le sais que trop bien. C'est que de vouloir crier. Qu'on a assez de ce maudit monde. Je le sais vraiment. Ce jour-là, pour la première fois, nous sommes allés au-delà des apparences. On a appris à connaître la personne qui est en nous. C'était un tout petit pas en avant, rien de plus. Et pour nous, c'était comme si on avait déplacé une montagne. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti à voir la lumière. Quand nous avons ouvert ensemble les fenêtres. Elles ne brûlaient pas. Et au risque de sembler mélodramatique, je n'ai pas peur de dire que c'était probablement la lumière la plus douce que j'ai ressentie de toute ma vie. Suite à ma réconciliation avec Gisèle, je commençais à devenir comme avant. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Je ressentis un bien-être et une paix en moi que je n'avais jamais connu. Pour la première fois peut-être, j'étais vraiment humain. Avoir quelqu'un qui vive avec moi m'aidait à me sentir normal. Jamais j'aurais cru vivre ça un jour. C'était incroyable. Les autres jugeraient peut-être que notre temps passé ensemble était vain et frivole. Nos conversations du bavardage sans importance. Mais moi, jamais je n'aurais pensé que le jour viendrait où quelqu'un riait à mes paroles. Ou quelqu'un sourirait en me voyant. C'était peut-être très banal. Mais voir le sourire de Gisèle me rendait heureux. Bon, un petit moment de joie, c'est pas si mal en fait. Ah, punaise, mais où est-ce que tu es parti te cacher? Ici, dans le vase? Pourquoi tout se vacarme? Il y a un problème? Ah, maître! Oui, un chat. Hein? Un chat? Un vilain petit chat se faufile dans le cellier depuis quelques jours, alors j'essaie de le rattraper. Si vous tombez sur lui, ne le laissez pas partir. D'accord. Et que ferez-vous une fois que vous l'aurez attrapé? Eh bien, je ne veux pas le punir, ce serait méchant. S'il persiste à revenir, je pense que je le garderai et je lui apprendrai à être un bon chat. Vous comptez le garder? Vous n'aimez pas les chats, maître? Si, je les tolère. Eh bien, voilà. J'espère qu'il nous acceptera rapidement. Cela aidera peut-être si vous lui donnez un nom. Oh, un nom! En voilà une bonne idée. Comment allons-nous l'appeler? À vous de décider, maître. Vous voulez que je choisisse le nom? C'est votre maison après tout. Ce n'est que justice si c'est vous qui le choisissez. Je ne suis pas sûr de suivre son raisonnement. Ouais, ça fait genre référence à Moucheté, là. Je pense que voilà, le chat qu'il a trouvé avec ses frères. Là. Bref. À quoi ressemble le chat? Eh bien, il est sauvage, donc ça, j'imagine. Il a des sortes de taches un peu partout. Est-ce qu'il est laid? Je dirais que oui. Très bien. Dans ce cas, Moucheté numéro 2. Vous appelez ça un nom? Pourquoi diable voulez-vous l'appeler comme ça? Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire numéro 2? Taisez-vous. Ce sera de votre faute s'il s'enfuit, maître. Mon temps passé avec Gisèle a fait de moi une personne normale. Ça m'a permis de dire des choses stupides pour plaisanter. De me sentir frustré, puis surpris ou exaspéré. Je commençais à éprouver de vraies émotions. Nos plaisanteries sans importance me devinrent précieuses. Mon cœur de pierre s'adoucit. Le monde qu'elle avait créé pour moi était ce que j'avais recherché toute ma vie. Après avoir perdu la moitié de ma vie, enfermé et passé l'autre moitié à jouer un rôle qui contredisait ce que je ressentais. Je me sentais pour la première fois le droit d'être moi-même. Puf! Vous n'êtes plus un enfant, alors ne faites pas le difficile. Ce n'est pas bon pour vous. Vous vous moquez des arts culinaires. J'en ai assez entendu, maître. Il semblerait que je sois obligé de soumettre vos papilles à une intense rééducation. J'ai une idée, maître. Et si vous jouez contre moi?
Eh bien évidemment, si ça vous dit, on n'est pas obligé d'en rester là. On pourra continuer à échanger dans les années qui suivront. Gisèle. Même si j'ai fait de mon mieux pour ne pas le montrer, je pense que j'ai chéri notre temps passé ensemble. Encore plus que vous. Je m'y suis accroché, refusant désespérément de le lâcher. J'en avais besoin. Et j'avais besoin de vous. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que fou, ça a été. Pourtant, j'ai envie de continuer là, mais ça va. Oh là là, man. J'ai vraiment envie de continuer, mais par fatigue, je pense que je vais m'arrêter ici là. Quand je suis fatigué, c'est pas parce que c'est plate, c'est juste parce que je manque de sommeil là. Bon, sur ce, je vous dis sûrement pas demain en tout cas parce que je serai très occupé là. Je vais sûrement dire à la semaine prochaine et passez une bonne journée. Ciao ciao.